Alors, l'exercice speed dating, vous connaissez peut-être. Attention, je vais être intransigeant. En plus, on est un petit peu en retard. On va se mettre en mode pitch, c'est-à-dire que vous avez chacun 5 minutes, pas une seconde de plus, pour convaincre la salle de l'intérêt de votre nouveauté. D'accord pour le contrat? Ok. Alors, vous avez la petite zapette, puisque vous avez chacun des présentations. Notre premier intervenant nous vient de l'Ouest, nous vient de Nantes. Vous avez quelque chose d'un petit peu bizarre sur la tête. Neurokiff. Francky, venez nous expliquer en quoi cela consiste. Comme vous voulez. Bonjour à tous, merci. Donc effectivement, c'est pas un micro que j'ai sur la tête, c'est un casque neuronal. C'est l'électroencéphalographie. Donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. C'est précisé adjoint au maire aussi, mais mon vrai métier, c'est enseignant-chercheur en intelligence artificielle depuis une vingtaine d'années. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment toutes les données qui sont produites par le corps, qui expriment des émotions, que celles-ci soient dans le cerveau, que celles-ci soient on va dire la transpiration, la dilatation de la pupille, la quantité d'oxygène dans le sang, les caméras thermiques haute définition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'avoir toutes ces données physiologiques qui sont infaillibles, qui ne sont pas interprétables comme le sont parfois la façon dont on parle du vin, la façon dont on parle des émotions. C'est très, très compliqué si on faisait un petit exercice sur les émotions. Vous allez voir qu'on est vite rendu à part les 7 émotions, et après comment on fait une différence entre la frayeur, la terreur. Tout ça, c'est compliqué. Moi, j'ai adopté avec mon équipe à l'Université de Nantes une approche dans laquelle on va essayer de définir un modèle d'interprétation des émotions en fonction de ces données physiologiques. Et ce que j'ai proposé aujourd'hui, c'est de vous parler de Neurokiff, qui est en fait une petite brique de ce qu'on développe dans le laboratoire. Donc Neurokiff, l'objectif, c'est de pouvoir aller interpréter des émotions lorsque vous dégustez un verre de vin. Lorsqu'on boit du vin, c'est pour se procurer du plaisir. Aujourd'hui, vous avez les chiffres qui sont celles-ci. Il y a 700 verres de vin qui sont bu par seconde, soit 125 milliards par an. Et puis, on a une corrélation avec le nombre de neurones qui sont dans votre cerveau, ici 100 milliards. Aujourd'hui, ce casque-là que j'ai sur la tête, c'est un casque d'électroencéphalographie, ça fait pas mal, c'est juste comme un thermomètre, ça permet de mesurer en fait ce qui se passe dans votre cerveau. En gros, c'est 100 milliards, lorsqu'ils s'activent, les neurones ils produisent de l'électricité et on va les capter, ces ondes, alpha, bêta, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des ondes qui permettent justement de pouvoir interpréter des émotions sous forme de positives ou négatives. Alors avant l'électroencéphalographie, c'était ça, et au laboratoire dans lequel je travaille avec le CHU, on a encore des outils comme ceux-ci. Donc c'est des casques qui sont parfois intrusifs dans lesquels on va rentrer des électrodes pour pouvoir aller étudier les maladies de dégénérescence comme Parkinson, etc. Maintenant la technologie elle avance et grâce effectivement aux avancées du numérique, on a des casques de plus en plus accessibles pour tous et surtout robustes et sur lesquels on peut aller jusqu'à l'utilisateur final, puisqu'effectivement faire une expérience avec le casque d'avant c'est pas évident. Donc le Neurokiff, on est parti de ce constat-là et on va pouvoir aller lire dans vos pensées. Non, je plaisante, on va juste aller interpréter ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous buvez un verre de vin. On a des différents éléments, je vous ferai la démonstration tout à l'heure. Le principe, c'est qu'on part sur 20 secondes d'émotion, et à partir de là, pendant ces 20 secondes d'émotion, moi je vais aller interpréter les fractures entre les émotions positives et négatives, et vous allez avoir des courbes. Par exemple, lorsque vous allez mettre en bouche, vous allez avoir une courbe parce que le vin, il est frais et vous avez, il fait chaud et vous avez un coup de fraîcheur, et donc vous avez quelque part une émotion positive, et vous allez avoir une interprétation de ces émotions-là. En termes de restitution, on va de very bad kiff à 100% pur kiff. Bien évidemment, je pourrais être plus précis, mais on est aussi sur le côté plaisir. On a hacké un peu le système pour faire du bonheur, de la joie. Et par la suite, on est aujourd'hui aussi, alors pour l'instant le modèle que je vais vous présenter, il est purement centralisé sur le vin. On a travaillé avec des chefs, en particulier Éric Guérin, qui est un ami, vous connaissez peut-être le Jardin des Plumes, mais il est plutôt sur l'Ouest. Il fait aussi des émissions sur des chaînes concurrentes à TF1 qui s'appellent M6. Il a fait des choses assez incroyables où il va essayer de faire de la cuisine alors qu'il est localisé dans la savane en Afrique avec 3 fois rien. Et on a travaillé avec lui sur un modèle aussi sur l'interprétation des émotions gustatives. Et là, voilà, d'ailleurs, Éric Guérin. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir, à un moment donné, restituer sur des temps plutôt courts les 20 secondes d'émotion et se faire des battles de kiff. La battle de kiff, c'est un deuxième scénario qu'on a mis en place sur la gastronomie, c'est-à-dire qu'on a chacun face à face un casque et on se regarde et l'idée c'est d'avoir des émotions positives. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense à ce qu'il veut, chacun goûte ce qu'il veut. J'ai fait ça avec des chocolatiers et on avait effectivement des différentes ruptures. Moi ce qui m'intéresse dans ces travaux-là, indépendamment du côté un peu ludique, c'est aussi de pouvoir travailler sur les sens. On l'a vu tout à l'heure, quelqu'un l'a évoqué. Travailler sur le goût, travailler sur l'ouïe, la vue, l'odorat. On voit bien que moi, d'un point de vue scientifique, c'est pas tout à fait la même chose. Parfois, ça se complexifie. Je travaille en particulier sur un olfactif avec une grande maison de parfums et c'est un peu plus compliqué à mettre en place.
Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, les technologies nous permettent non pas d'aller lire, non pas d'aller interpréter scientifiquement, mais de simplement prendre conscience qu'on a des émotions au-delà du simple mot, que vous êtes capable de dire ce vin, ah je l'aime pas parce qu'il est vraiment pas bon. Mais après, celui-ci, je l'aime bien, mais je l'aime bien par rapport à celui-ci qui est très bon. C'est quoi la variation? L'idée, c'est pas de pouvoir se mesurer en tant que tel, l'idée, c'est de pouvoir avoir une expérience sensible face à un verre de vin. Et je vous invite tous par la suite à venir justement tester cette expérience sensible autour d'un verre de vin, d'ailleurs d'une start-up nantaise qui s'appelle Divin, et vous verrez, vous allez kiffer. Donc j'arrête de parler, j'espère vous voir tous pour pouvoir vivre cette expérience que mettre un casque neuronal sur la tête, vous allez voir que c'est un peu particulier. Voilà, Ready to Kiff, bienvenue. Merci Francky. Donc, une vraie mesure passive du plaisir pour avoir des recommandations intelligentes grâce à la technologie. On est 100% dans le plaisir. Je vous invite maintenant à passer plutôt 100% dans la responsabilité. Harris, j'ai lu il n'y a pas très longtemps une enquête qui disait que plus les plats étaient transformés, plus on avait des risques d'avoir le cancer. Toi, tu rentres directement dans cette problématique, micro, pupitre, comme tu veux. 5 minutes, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, je suis très enthousiaste à l'idée de vous présenter la démarche que nous avons initiée en 2016 avec des chercheurs, présentée à des industriels, distributeurs et interprofessions en 2017 et que nous dévoilons médiatiquement en 2018. SIGA adresse la question de la qualité en alimentation. Donc la qualité, on peut le voir sur différents angles. On a parlé du bio, on peut parler du goût, on peut parler des origines, de la redistribution de la valeur, de la nutrition. Il y a un axe pourtant assez primordial quand on lit qualité et santé, qui est celui de la transformation et qui a longtemps été ignoré. Si je prends une pomme et que je la mange, je vais la mastiquer, stimuler mes hormones de satiété, assimiler patiemment les nutriments et vitamines qui la composent. Je suis face à un aliment qui participe d'un régime alimentaire dit préventif. Cette même pomme, si je la mets en purée ou en jus, je vais avoir tendance à en consommer plus et je vais assimiler plus rapidement les vitamines et nutriments. On est face à un aliment qui est neutre ou tout au plus positif dans le cadre d'un régime alimentaire. Maintenant, cette pomme, si je vais en extraire le fructose, cet ingrédient, je vais le retrouver dans des aliments qui participent d'un régime alimentaire dit délétère pour la santé. Alors, ces travaux sur la matrice des aliments ont inspiré une équipe internationale d'épidémiologistes réunis autour du professeur Monteiro au Brésil qui ont créé une classification alimentaire assez simple qui vient évaluer les aliments selon 4 groupes, selon la transformation qu'ils ont subie. Il y a plus de 100 études épidémiologiques qui ont été menées avec cet outil et toutes concluent et établissent qu'il y a des corrélations entre surconsommation ou augmentation de la consommation d'aliments ultra transformés et le développement de maladies chroniques telles que les cancers, le surpoids, l'obésité et j'en passe. Alors nous avons détaillé avec un comité scientifique cette classification créée par des épidémiologistes pour la rendre activable auprès des industriels et distributeurs. Donc la voici ici, vous avez les 4 groupes qui avaient été montés par les épidémiologistes. On a tout d'abord les éléments pas peu transformés, les ingrédients culinaires. Quand je les mélange entre eux, que ce soit à la maison ou en industrie, je suis dans la transformation, je formule un aliment transformé. Maintenant, dès qu'il y a intervention d'ingrédients ou additifs qu'on retrouve principalement ou même exclusivement dans un usage industriel qui viennent exacerber, restaurer ou imiter des propriétés sensorielles, physiques, de goût, de texture, on est face à un aliment ultra transformé. On est venu redétailler ces groupes en intégrant un certain nombre d'études scientifiques. On a étudié plus de 15 000 ingrédients, on a monté des centaines de critères qui nous permettent aisément d'évaluer quelconque produit alimentaire étiqueté. Donc ici, on va prendre une catégorie de produits, je pars des produits laitiers, j'ai mon lait cru, j'ai une première opération de fermentation, j'arrive à un yaourt, je peux en tirer un ingrédient culinaire qui va être de la crème. Quand je vais mélanger cette crème avec mon yaourt ou avec mon lait, je vais basculer dans quelque chose qui serait formulé parce que je rajoute un ingrédient culinaire. Donc ici, l'exemple, c'est le fromage avec un ajout de sel. Si j'en ajoute beaucoup, nous, dans notre cas, on dit qu'on va basculer dans quelque chose qui est plus plaisir, d'où ce groupe B2 que vous voyez. Et dans les ultra transformés, puisque un arôme m'envoie en ultra transformé au même titre qu'une forte quantité de sirop de glucose, 4 épaississants, des arômes, etc., on a décidé de distinguer différents niveaux
dans les ultra-transformés pour aider les industriels à formuler et reformuler des produits plus vertueux et les distributeurs dans leurs opérations de sélection. Alors les ultra-transformés, dans l'étude que vous citiez, on estime que ça représente 36% des nutriments que l'on consomme, alors que les études épidémiologiques montrent qu'on ne devrait pas en dépasser 13%, et on est à plus de 50% dans les rayons des supermarchés. Le constat est clair, nous souhaitons une alimentation saine, simple, partout et pour tous. Nous sommes idéalistes peut-être, mais pragmatiques, et nous construisons avec nos partenaires industriels, distributeurs, le chemin qui nous mènera vers cet idéal. Nous sommes bienveillants, les notes C2 et C3 que vous avez vues, elles sont exclusivement destinées aux professionnels. Aux consommateurs, on ne souhaite fonctionner que par de la mise en avant positive. Vous avez ici un exemple d'évaluation. Donc la classification, elle fonctionne pour prendre un groupe alimentaire et en regarder jusqu'où on peut aller du moins transformé à l'ultra transformé. Quand je prends une unité de besoin, ça fonctionne aussi. Ici, on a une sauce tomate mozzarella que vous pourriez retrouver dans n'importe lequel de vos magasins. On va avoir différentes manières de la formuler avec des ingrédients qui sont chez nous de forts marqueurs d'ultra-transformation et qui pourraient l'emmener en C2, un peu moins qu'ils l'emmèneraient en C1. Je vous défie d'ailleurs à la maison d'essayer de reproduire cette recette, alors que dans le premier cas, on va avoir que des ingrédients qui justement sont assez simples, peu transformés, de meilleure qualité, et que chacun pourrait finalement lui aussi reconstituer chez lui à la maison, alors qu'on est bien en face d'un produit industriel. Donc c'est conclure. Ces analyses que nous formulons avec justification, pistes de substitution, nous les extrapolons jusqu'au niveau des rayons et nous mettons toutes ces informations à disposition des industriels et distributeurs que nous avons réunis au sein d'un club et qui souhaitent s'engager pour une alimentation plus saine, plus simple auprès du consommateur. Merci Harris. Merci à vous. À 5 minutes. C'est pas facile 5 minutes, hein. Mais je vous invite à aller rencontrer ce jeune garçon, que vous soyez un industriel, que vous soyez un distributeur, parce qu'il a inventé quelque chose qui fera parler dans le futur. Arash, est-ce qu'on te présente encore? Tu es l'une des personnes qui nous accompagne sur le Food Morning depuis longtemps. On a parlé avec Maxime en introduction de gérer ces problèmes d'invendus alimentaires. Est-ce que tu peux nous raconter où on en est aujourd'hui sur cette loi et son application concrète? D'abord, merci pour l'invitation. Merci beaucoup Thierry Jadot et l'équipe de Dentsu, Doriam qui a fait un travail formidable, Xavier Dordor, CB News et Franck Papazian. La loi sur le gaspillage alimentaire a été votée le 3 février 2016 à l'unanimité. Plus de 50 millions de repas jusqu'à présent ont été distribués, c'est-à-dire 10 millions de repas la première année, et puis il y a eu une accélération. C'est une hausse de plus de 22% du don alimentaire. Et pourquoi je suis vraiment honoré de venir ici au Food Morning? Parce que lorsqu'au départ, on a enclenché cette loi, cette lutte, cette croisade, le Food Morning nous a accompagnés dès le début, a cru en nous. Donc d'abord, merci beaucoup. Il y a eu une preuve très claire que l'opinion publique pouvait faire bouger les lignes. Il y avait un scandale, hein. Il y avait 10 à 15 millions de Français, le 10 chaque mois, qui n'avaient plus d'argent. Et en face, il y avait 50 kilos de nourriture tous les soirs qui étaient jetés dans les poubelles. Donc la loi a été votée, ça c'est fait maintenant. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui au XXIe siècle de faire voter des lois. Ça ne suffit pas de dire, voilà, on a fait voter une loi, maintenant débrouillez-vous. Non. Au XXIe siècle, il faut numériser et mettre en relation les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle la SAV, une SAV 2.0. Donc, je suis allé faire un TEDx à Los Angeles, et je vois Xavier Niel, et j'ai dit à Xavier Niel, aide-moi, j'ai besoin d'une application pour numériser ça. Il me dit, nous, on a une équipe, ils sont une équipe entre eux. Il me dit, chez nous, c'est Marc Simoncini qui s'occupe de ça. Très bien. Donc, je vais voir Marc Simoncini, et il me propose de faire une application, on en discute, qui va s'appeler Zefood Life. L'idée est de mettre en lien les supermarchés avec les associations, et c'est le fameux clip que vous allez voir là. Si elles sont. Une situation aberrante qui pousse Arash Derambarche et Mathieu Kassovitz à lancer une pétition. Le 11 février 2016, la France vote enfin une loi contre le gaspillage alimentaire. Une première mondiale. Désormais, les supermarchés doivent donner leurs invendus alimentaires aux associations habilitées qui les réclament, sous peine d'une amende de 3 750 €.
Depuis, 10 millions de repas ont déjà été distribués, mais le combat doit continuer. Ainsi, Arash Desrambarches et l'entrepreneur Marc Simoncini ont décidé de lancer l'application The Food Life, une application gratuite et accessible à tous pour mettre en relation citoyens, associations et supermarchés de la France entière. Je me localise ou j'entre mon adresse. Je repère les supermarchés à proximité et je sélectionne l'association qui leur est rattachée pour récupérer les invendus alimentaires consommables. Pour combattre le gaspillage alimentaire et la faim, utilisez The Food Life. Je vais donner la parole à Nicolas Lejade. Marc, malheureusement, est malade, il s'excuse. Nicolas va vous expliquer au niveau technique comment mettre en place cette appli qui est complètement gratuite, altruiste. Il n'y a aucun business plan là-dessus, donc ce n'est pas une start-up. Mais l'idée, c'est que chacun de vous ici puisse faire vivre la fraternité, qui est une notion française et qui doit être relayée. C'est très important. Chacun de nous ici avons une obligation, c'est d'aider quelqu'un qui a faim. Et avec cette application, on peut les aider. Merci de m'avoir écouté. Je passe la parole à Nicolas. Merci. Bonjour à tous. C'est un Marc Simoncini un peu plus jeune qui se présente devant vous aujourd'hui. C'est un peu prétentieux si je peux être comme lui dans quelques années, ça me va très bien. Donc avec Arash, effectivement, et Marc, on a pu développer The Food Life, qui a été lancé en octobre et qui est téléchargeable. On a lancé ça au siège de la région Hauts-de-France avec Xavier Bertrand et Régis Degelk du groupe Auchan. C'est une application très simple, qui est expliquée en vidéo, dans laquelle on peut se rendre, les utilisateurs se rendent, les personnes dans le besoin, on se géolocalise et on repère les supermarchés qui sont en partenariat avec des associations. Et ainsi, avec les informations sur les associations, on va pouvoir se rendre auprès d'elles pour récupérer les invendus. Donc c'est très simple. Ici, par exemple, autour de la maison de la radio, en vert, on a tous les supermarchés qui ont entré leur partenariat sur l'application. Et si on clique sur un supermarché en particulier, on va voir, par exemple, pour le Franprix juste à côté, qu'il est en partenariat avec 4 associations. Pour chaque association, on aura les informations dessus, c'est-à-dire les heures de distribution, les jours et leur adresse, avec la possibilité de s'y rendre avec le GPS et avec une possibilité de contact pour avoir plus d'informations. C'est quelque chose qui est très accessible pour toutes les personnes, les 10 à 15 millions de démunis qu'il y a en France, avec une connexion Internet qui est disponible pour la majorité d'entre elles, même pour les sans domicile fixe. Et grâce à cette application, ils pourront justement regarder autour d'eux où et quand ils peuvent aller récupérer ces invendus alimentaires. C'est un sujet qui est beaucoup mis en avant. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'en occupent en B2B, qui mettent des relations entre les supermarchés et les associations. Par exemple, Phoenix, qui s'occupe très bien de ça, et avec qui on travaille d'arrache-pied pour avoir de plus en plus d'informations à enrichir la base de données. Nous, on s'occupe du dernier step, c'est-à-dire qu'une fois que ces associations auront noué des partenariats avec les supermarchés, on va s'occuper de mettre en relation les utilisateurs. Donc ça peut être n'importe qui autour de nous qui, justement, le 10 de chaque mois, n'aura plus d'argent sur le compte bancaire ou qui galérera justement pouvoir se nourrir à sa faim ou nourrir sa famille à sa faim. Et ainsi, en prenant note et en sachant autour de soi quelles associations contribuent à la récupération de ces invendus, je vais pouvoir me rendre très facilement auprès d'elles pour récupérer ces invendus et à la fois limiter le gaspillage et aussi réduire la faim en France et à terme en espérant avoir une loi du même type en Europe et dans le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On voit à quel point la technologie peut nous donner des solutions concrètes pour faire avancer le monde. On a terminé avec des logiques plus sur la partie quête de sens. Je vais vous proposer de creuser maintenant un petit peu plus cette partie-là. On va notamment avec Véronique regarder une deuxième partie de notre étude pour essayer de comprendre quels sont les leviers qui sont vraiment utilisés par les consommateurs aujourd'hui pour essayer de s'informer sur les marques. Mais avant ça, je vous propose une nouvelle petite vidéo de Brut sur cette logique de preuve, de transparence et de proximité. Merci encore à vous trois.